se représente sans nulle peine la complexité d'un semblable travail. La pénétration dans les couches profondes ne s'effectue qu'une constante victoire sur la résistance. Il faut apprendre à reconnaître les thèmes accumulés à l'intérieur de ces strates, ainsi que les chaînes d'association qui les traversent, et vérifier jusqu'où l'on a pu parvenir à l'aide des moyens dont on dispose à ce moment-là et des connaissances que l'on a acquises. Le procédé par pression permet de s'assurer un premier aperçu des strates avoisinantes. On abandonne les fils conducteurs pour les reprendre ensuite. On en observe le parcours jusqu'au point de jonction et l'on revient constamment en arrière pour arriver chaque fois en poursuivant un groupe de souvenirs à une voie latérale qui cependant s'anastomose encore. Finalement, on arrive par ce moyen à abandonner le travail par assise et à gagner la voie principale accédant directement au cœur même de l'organisation pathogène. La victoire est ainsi acquise, mais la lutte n'en est pas pour autant achevée. Il faut s'emparer des autres fils conducteurs et épuiser les matériaux. Mais alors le malade prête au médecin un concours énergique, sa résistance ayant la plupart du temps déjà été brisée. Dans ces stades avancés du travail, il est utile de deviner l'association et d'en faire part au malade avant même d'en avoir la preuve. Si l'on a deviné juste, la durée de l'analyse s'en trouve abrégée, mais une hypothèse même erronée a son utilité parce que l'on oblige le patient à prendre parti et qu'on lui arrache des dénégations énergiques qui révèlent une connaissance améliorée et plus sûre des faits. Le médecin se convainc alors avec surprise qu'il n'est en mesure ni d'imposer au malade quoi que ce soit relativement aux choses que celui-ci prétend ignorer, ni d'influencer les résultats de l'analyse en suscitant son expectative dans un certain sens. Je n'ai jamais réussi à modifier ou à fausser par mes prédictions la reproduction des souvenirs ou la connexion des incidents, ce qui en fin de compte n'aurait pas manqué de se révéler par quelques contradictions dans le contexte. Quand j'avais deviné juste, de multiples et certaines réminiscences venaient le confirmer. Il ne faut donc pas craindre d'énoncer devant le malade une opinion, quelle qu'elle soit, sur les associations à venir. Cela ne saurait nuire. Une autre observation que l'on a chaque fois l'occasion de faire concerne les reproductions que le malade fournit librement. On peut affirmer que toute réminiscence apparue au cours de ces sortes d'analyses a son importance propre. Jamais des images dépourvues de liens associatifs ne viennent s'intriquer d'une façon quelconque aux images mnémoniques importantes. On ne saurait infirmer cette règle en postulant l'existence de souvenirs qui, bien qu'insignifiants, en soi sont néanmoins absolument nécessaires. Ils servent en effet de pièces intermédiaires indispensables entre deux souvenirs ayant entre eux d'importants rapports et l'association ne peut se faire que par leur entremise. La durée du séjour d'un souvenir dans le passage étroit qui précède le conscient dépend directement, nous l'avons dit, déjà de son importance. Une image qui ne s'efface pas veut que l'on continue à s'occuper d'elle. Une pensée impossible à chasser exige d'être approfondie. Jamais une réminiscence liquidée ne réapparaît une seconde fois. Une image que le patient a décrite ne ressurgit pas non plus. Si cela malgré tout venait à se produire, il faudrait certainement s'attendre à ce qu'un nouveau contenu idéatif soit attaché à l'image, une nouvelle série de représentations à l'idée. Cela signifierait que la liquidation a été imparfaitement réussie. On voit par contre s'effectuer très souvent un retour d'images ou d'idées d'intensité différentes, d'abord vague puis tout à fait nette, sans pourtant que ce fait contredise la thèse que nous venons de soutenir. Lorsqu'il s'agit, dans une analyse, de supprimer un symptôme capable de s'intensifier ou de réapparaître, douleur, symptômes d'excitation tels que vomissements, sensations, contractures, on observe que le dit symptôme a lui aussi son mot à dire, et c'est là un phénomène intéressant et qu'il n'y a pas lieu de redouter. Le symptôme en question réapparaît ou gagne en intensité dès que l'on pénètre dans la région de l'organisation pathogène qui en détient l'étiologie, et il accompagne dès lors le travail avec des variations caractéristiques très propres à éclairer le praticien. La virulence de ce symptôme, disons d'une tendance au vomissement, croît à mesure que l'on pénètre plus profondément dans l'un des souvenirs à action pathogène. Atteint son point culminant peu avant la narration de ceci et s'atténue tout à coup. Voir disparaît tout à fait. Pendant un temps, une fois le récit achevé, quand une résistance empêche longtemps le malade de parler, la poussée de la sensation de la nausée devient intolérable et il est impossible d'obtenir que le patient parle. Le vomissement se produit effectivement.
On a alors nettement l'impression que le vomissement remplace un acte psychique, ici la narration. Ces variations d'intensité du symptôme hystérique se répètent toutes les fois que l'on s'attache à un nouveau souvenir pathogène, le symptôme demeurant tout le temps à l'ordre du jour, si l'on peut dire qu'on abandonne un moment le fil auquel tient le symptôme et celui-ci va disparaître dans l'ombre pour ressurgir à une période plus avancée de l'analyse. Ce jeu se poursuit jusqu'au moment où les matériaux pathogènes ayant subi un remaniement, le symptôme sera définitivement liquidé. En somme, le comportement du symptôme hystérique ne diffère nullement de celui de l'image mnémonique ou de l'idée que la pression de la main a fait surgir. Ici comme là, on découvre chez le malade la même persistance obsédante du retour des réminiscences qui appelle une liquidation. La seule différence réside dans l'apparition, en apparence spontanée, du symptôme hystérique, alors que l'on se souvient bien d'avoir soi-même provoqué les scènes et les idées. Mais c'est qu'en réalité une série ininterrompue de résidus mnémoniques, inchangés, que des incidents générateurs d'émotions et des actes mentaux ont laissé, aboutit au symptôme hystérique, leur symbole mnémonique. Le phénomène de la collaboration du symptôme hystérique pendant l'analyse entraîne avec soi un inconvénient pratique qu'il faut faire tolérer au malade. Il est tout à fait impossible de réaliser tout d'un trait d'analyse d'un symptôme ou de répartir les interruptions du travail de façon qu'elles coïncident justement avec les pauses dans la liquidation. Les interruptions inévitables qui dictent les circonstances accessoires du traitement, les heures de séance modifiées, surviennent plutôt aux moments les moins favorables, au moment justement où l'on espérait se rapprocher d'une décision où un nouvel élément allait surgir. Ce sont là des désagréments comparables à ceux qui gâchent pour le lecteur d'un journal la lecture des chapitres quotidiens du feuilleton, car immédiatement après le discours décisif de l'héroïne, après le déclic de l'arme à feu, vient la suite au prochain numéro. Dans le cas qui nous occupe, la question traitée mais non épuisée, le symptôme d'abord renforcé mais non encore expliqué, demeure dans le psychisme du malade qui tourmente plus peut-être qu'auparavant. Il faut justement savoir s'adapter à cette situation inévitable. Certains malades d'ailleurs ne peuvent plus abandonner le thème qu'ils ont une fois abordé et en restent obsédés pendant le laps de temps qui sépare de séances. Or, ne pouvant seuls avancer dans la voie de la liquidation, ils commencent d'abord par souffrir, plus qu'avant le traitement. Ces patients-là finissent eux aussi par attendre que le médecin les aide et par reporter au moment des séances tout l'intérêt qu'a suscité chez eux la liquidation des matériaux pathogènes, après quoi ils se sentent mieux disposés dans les périodes intermédiaires. L'état général des malades mérite aussi qu'on lui prête attention. Il échappe pendant un temps à l'influence du traitement, ce qui résulte de l'action des facteurs antérieurement actifs. Puis, à un moment donné, une fois que le malade est bien en main, qu'il est captivé par le traitement, son état général va dépendre toujours davantage des circonstances du traitement. Dès qu'il devient possible de donner quelques nouvelles explications, dès qu'un chapitre important de l'analyse est abordé, le malade se sent soulagé et éprouve une sorte de pressentiment de sa libération prochaine. À tout arrêt du traitement, à toute menace de trouble, le fardeau psychique qu'il supporte devient plus pesant. Son impression d'être malheureux, son improductivité augmente, mais à vrai dire, pour peu de temps, car l'analyste poursuit son travail sans se réjouir des moments de bien-être et sans s'inquiéter des périodes sombres. Une occasion de se féliciter lui est généralement donnée quand il a réussi à remplacer chez les malades les variations spontanées de leur état par d'autres qu'il a lui-même suscitées et qu'il comprend. De même aussi, il a plaisir à voir survenir, au lieu d'une disparition spontanée des symptômes, un ordre du jour conforme à l'état actuel de l'analyse. Habituellement, le travail commence par devenir de plus en plus confus et difficile à mesure que nous pénétrons plus profondément dans la construction psychique faite de couches superposées que nous avons décrites. Mais si nous parvenons à nous insinuer jusqu'au noyau central, tout s'éclaire et le malade n'a plus à redouter de voir son état général s'aggraver beaucoup. Toutefois, la récompense du travail accompli, c'est-à-dire la suppression des symptômes pathologiques, ne peut s'obtenir, sachons-le bien, que lorsque chacun des symptômes particuliers a été totalement analysé. Et dans les cas où les divers symptômes sont liés les uns aux autres, par des nœuds multiples, aucun succès partiel n'encouragera l'analyste. Par suite même de ces nombreuses associations causales, les représentations pathogènes, non encore liquidées, vont servir de motif à toutes les créations de la névrose. Ce n'est qu'avec le dernier mot de l'analyse que s'efface le tableau clinique, de la même manière que chacun des symptômes reproduit.
Lorsqu'on découvre grâce au travail analytique un souvenir ou une association pathogène autrefois retirée au moi conscient et que l'on réintègre dans celui-ci, on observe que la personnalité psychique ainsi enrichie peut réagir de diverses façons à ce gain. Le plus souvent, les malades qu'on a contraints à prendre connaissance de certains faits déclarent qu'ils ne les ont jamais ignorés et qu'ils auraient pu en parler plus tôt. Les plus perspicaces reconnaissent que c'est la pure illusion et s'accusent d'ingratitude. Généralement, l'attitude du moi en face de sa nouvelle prise de connaissance dépend de quelle assise de l'analyse cette dernière émane. Le patient reconnaît sans peine ce qui appartient aux couches superficielles, puisque le moi en disposait encore. Seuls ces liens avec les couches de matériaux pathogènes plus profondes apparaissent au moi comme quelque chose de nouveau. Ce que l'on parvient à extraire de ces couches abyssales finit bien par être reconnu et admis, mais souvent après bien des hésitations et des doutes. Il est naturellement plus difficile de nier les images mnémoniques que les traces mnémoniques de simples associations de pensée. Le malade commence assez souvent par dire « Peut-être ai-je pensé à cela, mais je ne puis m'en souvenir ». Et ce n'est qu'après s'être familiarisé avec l'idée en question qu'il finit par la reconnaître. Il s'en souvient et confirme par des associations accessoires le fait que ses pensées ont réellement un jour été siennes. Toutefois, je me suis fait une règle d'apprécier au cours de l'analyse la valeur d'une réminiscence qui surgit sans tenir compte de sa reconnaissance par le malade. Je ne me lasserai jamais de répéter que nous devons absolument admettre tout ce que nos procédés permettent de mettre au jour. Si parmi toutes ces données il s'en trouvait de fausses ou d'inexactes, les associations permettraient par la suite de les déceler. Entre parenthèses, je n'ai presque jamais eu l'occasion de soustraire après coup à la reconnaissance une réminiscence provisoirement admise. La contradiction n'était qu'apparente et la preuve de l'exactitude du souvenir ressurgie a toujours été faite. Les représentations émanant des plus grandes profondeurs et qui constituent le noyau même de l'organisation pathogène sont celles auxquelles les malades ont eu le plus de peine à attribuer le caractère de souvenir. Même quand tout est terminé, après que les malades ont été vaincus par la logique qui s'impose à eux, et par l'effet curatif qui a coïncidé avec l'apparition même de ces représentations, quand, dis-je, ces malades ont eux-mêmes admis avoir pensé ceci ou cela, ils ajoutent pourtant souvent « mais quant à me souvenir d'avoir pensé ça, je n'y arrive pas ». On parvient facilement alors à s'entendre avec eux, c'est de pensées inconscientes qu'il s'agissait. Mais alors de quelle façon convient-il d'intégrer ces faits dans les vues psychologiques générales? Faut-il négliger ce retard de reconnaissance qui, une fois le travail terminé, semble immotivé? S'agit-il réellement de pensées inachevées et ayant simplement eu la possibilité d'exister? En pareil cas, la thérapeutique consisterait simplement en l'achèvement d'un acte psychique resté jadis inaccompli. Personne ne saurait évidemment porter un jugement sur ce point, c'est-à-dire sur l'état des matériaux pathogènes tel qu'il était avant l'analyse, sans avoir éclairci à fond ces théories psychologiques fondamentales, en particulier celles relatives à la nature même du conscient. Un fait mérite bien réflexion. Dans ces sortes d'analyses, on observe la marche de la pensée à partir du conscient jusque dans l'inconscient. Je parle d'une pensée non reconnue comme étant un souvenir. De là, on suit une partie de son parcours à travers le conscient pour se terminer dans l'inconscient sans que ce changement d'éclairage psychique modifie en quoi que ce soit la logique de la pensée, la coordination de ces diverses parties ou son caractère propre. Une fois que j'ai bien suivi tout l'enchaînement des idées, il m'est impossible de distinguer les éléments que le malade reconnaît comme étant des souvenirs de ceux qu'il ne reconnaît pas pour tels. Je ne vois dans une certaine mesure surgir dans l'inconscient que les extrémités des chaînes de pensée à l'inverse de ce que l'on a affirmé relativement aux processus psychiques normaux. Il me reste enfin à traiter un sujet auquel incombe dans la réalisation de cette analyse cathartique un rôle important et gênant. Il peut parfois arriver, comme je l'ai déjà avoué, que le procédé par pression échoue et que malgré toutes les assurances, toutes les insistances, aucune réminiscence ne surgisse. J'ajouterai que deux cas peuvent se présenter. Un, il n'y a vraiment rien à tirer de l'endroit où se fait l'investigation, ce que révèle d'ailleurs l'air parfaitement calme du malade, ou bien le praticien se heurte à une résistance qu'il ne pourra vaincre qu'ultérieurement et se trouve devant une nouvelle assise dans laquelle il ne peut encore pénétrer. C'est à nouveau la physionomie contractée du patient qui en trahit une tension psychique. Mais un troisième cas peut aussi se présenter, un cas révélant également quelque obstacle, non intérieur mais extérieur cette fois.
C'est ce qui se produit quand les relations du malade avec son médecin sont troublées, et alors ce dernier se trouve devant le plus grand des obstacles à vaincre. Dans toute analyse importante, on peut cependant s'attendre à le rencontrer. J'ai déjà fait allusion au rôle considérable que joue la personne du médecin dans la création des motifs servant à surmonter la puissance psychique des résistances. Dans bien des cas, et principalement chez les femmes, et lorsqu'il s'agit d'expliquer des associations de pensée érotiques, la collaboration des patients devient un sacrifice personnel qu'il faut compenser par quelques succès d'années d'amour. Les efforts du médecin, son attitude de bienveillante patience, doivent constituer de suffisants succès d'années. Dans les cas où les relations entre médecin et malade viennent à être troublées, la docilité de ce dernier cesse, et lorsque le praticien tente de se renseigner sur l'idée pathogène qui va surgir, la prise de conscience par les patients des griefs qu'ils ont accumulés contre leur médecin s'oppose à leur révélation. Pour autant que je sache, cette difficulté se présente surtout dans 3 cas. 1. À cause d'un grief personnel, quand le malade se croit négligé, humilié ou offensé, ou encore quand il a pris connaissance de propos défavorables sur son médecin ou sur la méthode du traitement. C'est le cas le moins grave, il est facile de surmonter l'obstacle en le commentant et l'expliquant, encore que la susceptibilité et l'esprit soupçonneux des hystériques puissent à l'occasion se manifester dans des proportions inattendues. 2. Quand la malade est saisie d'une crainte de trop s'attacher à son médecin, de perdre à l'égard de celui-ci son indépendance et même d'être sexuellement asservi à lui. Ce cas est plus grave parce que moins individuellement conditionné. La raison de cet obstacle tient à la nature même du traitement. Le malade, la malade, y trouve de nouveaux motifs de résistance. Celle-ci se produit non seulement à l'occasion d'une certaine réminiscence, mais lors de chacune des tentatives thérapeutiques. Très fréquemment, quand on utilise le procédé par pression, la malade se plaint de maux de tête. La plupart du temps, elle reste ignorante de la cause nouvelle de sa résistance et ne la révèle que par un symptôme hystérique nouveau. Le mal de tête traduit l'aversion de la malade à l'égard de toute influence qui exercerait sur elle. Quand la malade craint de reporter sur la personne du médecin les représentations pénibles nées du contenu de l'analyse, c'est là un fait constant dans certaines analyses. Le transfert au médecin se réalise par une fausse association. J'en donnerai ici un exemple. Chez l'une de mes patientes, un certain symptôme hystérique tirait son origine du désir éprouvé longtemps auparavant, mais aussitôt rejeté dans l'inconscient de voir l'homme avec qui elle avait alors conversé la serrer affectueusement dans ses bras et lui soustraire un baiser. Or, il advient, à la fin d'une séance, qu'un désir semblable surgit chez la malade par rapport à ma personne. Elle en est épouvantée, passe une nuit blanche, et à la séance suivante, où cependant elle ne refuse pas de se laisser traiter, le procédé reste entièrement inopérant. Après avoir appris de quelles difficultés il s'agissait à être parvenu à la surmonter, je puis reprendre le travail, et voilà que le désir qui a tant effrayé la malade s'avère le plus proche des souvenirs pathogènes. Celui-même que faisait nécessairement prévoir l'enchaînement logique des faits. Les choses s'étaient déroulées de la façon suivante. Le contenu du désir avait surgi dans le conscient de la malade, mais sans être accompagné du souvenir des circonstances accessoires capables de situer ce désir dans le passé. Le désir actuel se trouva rattaché par une compulsion associative à ma personne, évidemment passée au premier plan des préoccupations de la malade. Dans cette mésalliance à laquelle je donne le nom de faux rapport, l'affect qui entre en jeu est identique à celui qui avait jadis incité ma patiente à repousser un désir interdit. Depuis que je sais cela, je puis chaque fois que ma personne se trouve ainsi impliquée postuler l'existence d'un transfert et d'un faux rapport. Chose bizarre, les malades sont en pareil cas toujours dupes. Si l'on ignore comment procéder en face d'une résistance issue de ces 3 cas, il est impossible de mener à bien une analyse. On découvre la voie à suivre lorsqu'on se propose de traiter tout symptôme nouveau calqué sur un vieux modèle de la même façon que les anciens. Il faut d'abord ramener l'obstacle au conscient du malade. Il m'arriva un beau jour de voir échouer chez une de mes malades le procédé par pression. J'avais tout lieu de croire à une idée inconsciente semblable à celle citée dans le paragraphe précédent. 2. Je pris pour la première fois la patiente par surprise en lui disant qu'il devait s'agir de quelque obstacle s'opposant à la continuation du traitement, mais que la pression aurait pour le moins le pouvoir de lui montrer ce qu'il en était, et j'appuyais sur sa tête. Tout étonnée, elle me dit « Je vous voilà assis sur une chaise, c'est idiot, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» J'arrivais alors à la renseigner. Chez une autre,
L'obstacle ne se manifestait pas directement à la pression, mais je le décelais chaque fois que je ramenais la patiente au moment où il était survenu. Le procédé par pression ne manquait jamais de faire ressurgir ce même moment. En mettant en lumière et en démontrant l'obstacle, une première difficulté se trouva supprimée, mais une autre plus grande subsistait encore. Il fallait en effet pousser la malade à parler quand certains rapports personnels semblaient entrer en jeu et qu'une tierce personne se confondait avec celle du médecin. Au début, cette augmentation de mon travail psychique me mécontentera fort jusqu'au moment où je me rendis compte que tout ce processus était de règle, et alors je remarquai aussi qu'un semblable transfert n'exigeait aucun travail supplémentaire considérable. Pour la patiente, le travail restait le même. Il s'agissait par exemple de vaincre l'affect pénible qu'avait engendré en elle à un moment donné un pareil désir. Pour le résultat à obtenir, il importait peu qu'en me révélant, dans cette partie de son travail, le rejet psychique. Elle le situa dans un passé historique ou dans le présent, et dans ce dernier cas, en m'y impliquant. Les malades, d'ailleurs, apprenaient peu à peu que dans de semblables transferts à la personne du médecin, il s'agissait d'une pulsion et d'une erreur que la fin de l'analyse dissiperait. Toutefois, je pense que si j'avais omis de leur faire comprendre la nature de l'obstacle, je n'aurais fait que remplacer un symptôme hystérique spontanément apparu par un autre plus léger, il est vrai. Je pense avoir suffisamment indiqué ce qu'était la marche de ces analyses et les expériences réalisées. Peut-être mon exposé fait-il apparaître les choses plus compliquées qu'elles ne sont en réalité. Dans cette sorte de travail, il arrive souvent que tout se fasse de soi-même. En faisant ressortir les difficultés de la méthode cathartique, je n'ai nullement eu l'intention de dire qu'il ne faudrait exiger de tels efforts de la part des médecins et des malades que dans des cas extrêmement rares. C'est l'idée contraire qui détermine le choix de mon action médicale. Je ne saurais donner d'indications formelles touchant l'emploi de la méthode thérapeutique que je viens de décrire sans aborder le sujet plus vaste et plus important du traitement général des névroses. J'ai souvent mentalement comparé la psychothérapie cathartique aux interventions chirurgicales et je qualifie mes cures d'opérations psychothérapiques en les comparant à l'ouverture d'une cavité pleine de pus, au grattage d'une carie. Cette analogie se trouve confirmée non pas tant par la suppression des parties malades que par l'établissement de conditions plus favorables à l'évolution du processus de guérison. J'ai très souvent entendu mes malades m'objecter quand je leur promettais un secours ou une amélioration par le procédé cathartique, mais vous dites vous-même que mon mal est en rapport avec les circonstances de ma vie, avec mon destin. Alors comment pouvez-vous m'aider ? J'ai alors donné la réponse suivante. Certes, il est hors de doute qu'il serait plus facile au destin qu'à moi-même de vous débarrasser de vos maux, mais vous pourrez vous convaincre d'une chose, c'est que vous trouverez grand avantage en cas de réussite à transformer votre misère hystérique en malheur banal. Avec un psychisme redevenu sain, vous serez capable de lutter contre ce dernier.